Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Swiss FM. Et voilà déjà une petite semaine qu'on s'est quitté, mais playoff oblige, on va suivre ça avec vous et on va suivre ça de très très près. Et donc on se retrouve déjà maintenant. Alors une semaine c'est court, mais c'est déjà passé tellement de choses. Petit aparté avant, donc on enregistre ce podcast le lundi soir pour que vous l'ayez vous le mardi. Et en ce moment même, nos amis de WNBA France sont en train de faire un live Twitch avec Johan. Alors attention Johan, il faut savoir qu'on a fait 5 minutes de recherche pour savoir dire correctement ton nom. On sait qu'on doit prononcer comme une fricative sourde, vélaire, machin, etc. Donc je vais tenter de dire ton nom correctement pour Johan Kabiok. Kabiok avec un K. Il paraît que c'est comme ça. Si c'est pas le cas, si c'était Kabioche, si c'était Kabioc, pardonne-nous, mais franchement, il paraît qu'il y a des différences dialectales selon la région de la Bretagne, et donc je me cacherai de toute façon derrière cet argument. Je ne sais pas exactement d'où tu viens en Bretagne, et donc peut-être que quelque part en Bretagne, ma prononciation était la bonne. Tout ça pour dire que Johan, qui est assistant vidéo au sein du Chicago Sky, est avec nos amis de WNBA France et on vous invite vraiment très très fort à réécouter le Twitch ensuite parce que Johan a toujours des tas de choses hyper intéressantes à raconter et donc voilà, vraiment n'hésitez pas à aller suivre ça sur les réseaux. De notre côté, par contre, on a un programme bien chargé. On va évidemment d'abord parler des 4 équipes qui ont été éliminées durant cette semaine. Ensuite, on abordera avec vous les trophées qui ont déjà été remis. Il y en a encore quelques-uns qui sont en suspens. Et puis, on parlera des 2 demi-finales. Le Game 1 d'une des 2 demi-finales a déjà eu lieu et l'autre a été suspendu un peu en dernière minute, mais aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi, en même temps que le Game 2 de la 2e demi-finale. Alors, on commence, comme je le disais, avec les éliminés. Le premier match donc, du premier tour en élimination directe, il opposait le Phoenix Mercury aux Washington Mystics. Washington Mystics, si vous avez suivi sa dernière qualifiée in extremis à la 8e place. Et tout aussi in extremis, les Mystics se sont fait éliminer. Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais comme j'ai déjà pas mal parlé, je vais d'abord donner la parole à mes petits copains. Et on va commencer peut-être avec toi, Flo. Alias Mystics BE, Mystics B. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette élimination? Outre le très beau trait de Twitter, je tiens à le souligner, que tu as fait plein à la fois d'objectivité, mais aussi un petit peu d'émotion. Mais comment tu peux nous résumer ça? Juste la saison ou le match? Bah, on va dire, on a toujours un peu parlé de la saison générale, Ouais, hein, puisque... la saison, elle est vraiment en 3 parties, hein. Il y a la première semaine qui est exceptionnelle où personne ne s'attend à ce que l'équipe joue aussi bien, vu toutes les absences. Enfin, on va pas refaire le déroulé, mais malgré on avait perdu la moitié, non, pratiquement toutes nos titulaires, et la première semaine est top. Et puis il y a un retour sur terre, mais qui est pas juste un retour sur terre, qui est un retour au 4e dessous, où pendant, je sais plus la durée de la saison, mais 3-4 semaines, c'est hyper laborieux, un peu de changement d'effectifs, des jeunes joueuses qui arrivent, et puis tout à la fin, vu que la saison est courte, tu fais une victoire, une deuxième, et puis tout d'un coup, tu es dans la course, et on finit par choper notre place en play-off vraiment sur le buzzer à la dernière journée aux dépens de Dallas. Et alors après, sur le match de play-off, on peut en discuter dans plein de sens, dans le sens où les Mystics ont le match en main jusqu'au bout. Phoenix s'accroche, Phoenix remonte, parce que je pense même qu'on a de l'avance sur la fin. Je t'avoue que j'ai une petite amnésie locale. On a été jusqu'à plus 17. Ouais, c'est ça. C'est Il ça. me semblait bien que, voilà. Tu vois, j'avais une petite avance, mais qui est vraiment grappillé. Et puis sur la fin, il y a cette égalité et ce shoot qui vient de nulle part. Non, même pas, on est devant 2 points. Et ce shoot qui vient un peu de nulle part de chez Peddy, alors avec un peu d'ironie vu qu'on l'a coupé à mi-saison. Maintenant, bon, est-ce qu'on aurait fait les playoffs si elle était restée, vu la dynamique dans laquelle on était? C'est pas sûr non plus. On sait jamais réécrire l'histoire, mais au final, je suis assez content pour la joueuse, qui est une joueuse, enfin, pour qui j'ai pas mal d'affection. Elle a une histoire un peu particulière avec la ligue. L'équipe défend à fond pour éviter que Diana Taurasi ou Skylar Diggins-Smith ne mettent le tir. Et au final, t'es puni par une seconde couteau. C'est cruel. C'est la loi des buzzer beaters. C'est John Paxson avec les Bulls contre les Suns en 93. C'est ce genre de shoot qui arrive. 93, je pense. Non, je traduis, il faut pas être gêné, je traduis. Et
ou Steve Kerr. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça Ouais. de joueuses. Moi, le Meltir, c'est cruel. Maintenant, on aurait dû jouer les Sparks, du coup, au deuxième tour si on était passé. Bon, après, le Sun a montré qu'on pouvait faire des choses contre les Sparks, mais je pense honnêtement que les Mystics ne l'auraient pas fait. Du coup, si on avait été au deuxième tour, bah, c'était encore du bonus en plus, mais je pense que le ressenti de la saison aurait été pareil, dans le sens où la dernière semaine, les derniers 10 jours, ont sauvé la saison un peu des Mystics, qui était bien partie pour être assez catastrophique. Elles ont quand même montré du caractère, il y a eu du beau jeu sur la fin, donc on va quand même retenir une note positive de la saison, quoi. Et toi, Liv? Bah oui, ça a été une saison un peu en dents de scie pour ton équipe, Flo, mais je suis d'accord avec toi pour dire que c'est quand même un bilan assez positif quand on voit toutes les joueuses que vous auriez pu avoir et que vous n'avez pas eu malheureusement. Ça me fait penser un petit peu au Storm de l'année dernière, hein, privé de Sauber, de Stewie et qui quand même se qualifie en play-off et va jusqu'au deuxième tour. Après, je pense que là, dans le dernier match, on a vu qu'il manquait les joueuses clutch les joueuses d'expérience, les joueuses capables de ramener les titres, et puis vous allez les retrouver la saison prochaine. Donc, pas trop de soucis. Je me fais pas trop de soucis pour vous. Et voilà, c'était une saison sympa des Mystics quand même. Et toi, Shai? Moi, sur ce match, c'est pas tellement le dernier panier de Shea Pelzi qui a fait mal. Je trouve que c'est vraiment le fait qu'elles se soient un peu liquéfiées sur la fin et qu'elles les aient laissées revenir parce que je les voyais vraiment bien tenir le choc. Phoenix m'impressionnait pas dans le match. Je trouve que les Mystics avaient vraiment bien géré le truc. Et c'est l'ensemble de la remontée sur la fin qui m'a déçu, quoi. Après, sur l'ensemble de la saison, c'est admirable ce qu'elles ont réussi à faire, mine de rien, avec un effectif réduit. Et pas seulement avec les filles qui n'étaient pas là au départ, mais aussi avec le fait de perdre Ariel Powers en plein. Ariel Powers, ouais. Ouais, plein milieu alors qu'elle faisait une super saison, d'ailleurs. C'était assez énorme ce qu'elle faisait. Je pense que l'exemple de Seattle est bien choisi, même si, parce qu'au final, tu avais des joueuses majeures qui étaient absentes et il y a peut-être un état d'esprit qui peut naître entre celles qui sont restées et qui peut se retranscrire sur l'année suivante. Enfin, je l'espère pour elle. Ouais, moi de mon côté, forcément en écrivant sur Swish, je me dois d'être neutre et j'essaie de l'être. Maintenant, je peux pas nier que forcément on a des accointances avec certaines équipes ou pas. Je pense que ça n'a échappé à personne que j'aime bien les Mystics en grosse partie parce qu'évolue là Emma Messman. Mais du coup, c'est vrai que j'ai particulièrement suivi leur saison. Je pense que leur première semaine a été limite mauvais pour elles. Ça a trop bien démarré et ça a un peu plombé le reste. Parce que tu parlais d'une saison comme les Storms, Liv, le truc c'est que les Storms ont été un peu plus constantes ici. Ça a tellement été les montagnes russes que t'as tout vécu. Maintenant, moi, un truc que je veux souligner d'abord, c'est trois trucs. La première, c'est la fanbase des Mystics qui doit vraiment être mise en avant parce que c'est quand même une équipe qui parfois s'est bien tollée, etc. Et je suis beaucoup de groupes de fans d'équipes pour Swish. Et je trouve vraiment qu'il y a toujours eu un esprit extrêmement positif, très très chouette au sein des Mystics. Même quand, on entendait parfois des gens critiquer d'autres fans, mais les fans chaque fois revenaient en disant oui, mais il y a eu vraiment une patience. On n'aurait jamais eu ça de certaines autres équipes, et donc ça montre quand même aussi. Je pense qu'une équipe aussi correspond aussi à ses fans. On a les fans qu'on mérite aussi de temps en temps. Et donc moi, je trouvais ça vraiment chouette de voir que malgré la difficulté, les Mystics ont vraiment été suivis tout le long. Et voilà. L'autre truc qui va de pair, c'est l'ambiance dans l'équipe. Parce que pareil, quand tu te prends, je sais plus jusqu'où elles ont été en termes de défaite, un moment d'affilée, mais ça a été assez violent. On n'a jamais vu des joueuses qui se râlaient dessus. C'est toujours resté un groupe soudé et fort. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui annonce du très bon aussi l'année prochaine. Voilà, j'ai pas senti le groupe se désolidariser malgré tout ce qui s'est passé et enchaîner aussi bien dans les victoires que dans les défaites. Elles sont restées un groupe calme, posé, en train de construire, etc. Et ça, c'était vraiment très chouette. Et puis, quand elles jouaient bien, quand ça allait, ça reste un très très beau à voir. Et ça, moi, j'associe ça aussi au Sky. Je trouve que le Chicago Sky et le Mystics, pour ça, il y a quelque chose de fluide qui est lié à l'humain dans le groupe. Et je trouve que ça transparaît sur le terrain. Il y a parfois des équipes où tu vois, l'humain se transpose vraiment sur le jeu. Et dans le cas des Mystics, c'était ça. Et franchement, je peux pas dire que leur saison est magnifique, etc. Enfin, elle est magnifique par rapport à ce qu'elles avaient et ce qu'elles ont pu faire. Pour moi, c'est top. J'ai rien à redire. J'ai pas de déception. C'est ce à quoi je m'attendais. Mais maintenant, en fait, elle me manque. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Et
vraiment. Moi, j'avais envie de vous demander à tous les deux ce que vous aviez pensé de la saison d'Emma Messman. Moi, j'en ai parlé justement dans le trade que j'ai fait, parce que j'ai mis un peu de temps à me poser par rapport à ça. Il y a un moment, au milieu de saison, je dois avouer que j'étais déçu, et puis, mais je pense que j'étais aussi un peu à chaud de toutes les. Il y a défaites et défaites en plus. Hein. On s'est pris à un moment, des matchs, on a mis 40 points, quoi. Enfin, c'était vraiment compliqué, et Emma, ce qu'il y a, c'est qu'elle a fait des super playoffs l'année passée. Et là-dessus, on s'est attendu à ce qu'elle refasse ça cette année-ci, limite en mieux. Et donc, on s'est attendu à ce qu'elle continue à prendre des rebonds, mettre des passes. Moi, je m'attendais à ce qu'elle soit plus créative parce qu'on manquait de création et qu'on avait besoin de sa qualité de passe et qu'elle fasse ça en espèce de point forward, ce qu'elle a fait dès le début et qu'en fait, elle a fait toute la saison. C'est sa meilleure saison à la passe. Et ça, elle l'a fait. Au niveau de son scoring, il est exactement pareil à la saison passée, avec plus de minutes, c'est vrai, mais enfin, je vais y revenir juste après. Mais pour le reste, elle a fait une saison dans ses standards. Le problème, c'est que tout le monde espérait qu'elle fasse une saison au-dessus de ses standards. Après, moi, je dois avouer que là, elle a fait une saison à 13 points. Il y a peut-être des gens qui s'attendaient à ce qu'elle fasse une saison à 20 points. Faut pas déconner, des saisons à 20 points, il y en a eu 50 dans l'histoire. Donc, c'est pas si courant que ça. Même Elena Deldon, l'année passée, elle n'est pas à 20 points par match. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être espéré qu'elle soit à 15-16, qu'elle en mette un peu plus. Mais ce qu'il faut avouer, moi, le seul truc qui m'a déçu, mais je crois que Emma dira elle-même qu'elle est déçue par ça, c'est ses pourcentages au shoot cette année qui ont vraiment été compliqués. Elle a été en délicatesse avec son shoot du début à la fin. Alors que, bon, ben ça, elle les travaille, hein. J'ai toute confiance sur Emma par rapport à ça. Et du coup, si elle avait eu les pourcentages habituels avec le volume de shoot qu'elle a pris cette fois-ci, elle en aurait mis plus. Et du coup, c'est vrai qu'on a vu à un moment qu'elle manquait de confiance. Il y avait certains tirs qu'elle pouvait prendre, elle les refusait, elle faisait la passe. En plus, c'est une joueuse très collective. Mais sinon, à part ça, on peut rien reprocher à Emma dans le sens où il manquait Tina Charles, il manquait Elena Deldon. Elle peut pas remplacer tout le monde. On s'est déjà extasié sur Maïcha qui à elle seule a plus ou moins servi de béquille au secteur intérieur des Mystics. Emma, elle pouvait pas non plus être dépositaire de tout le jeu à elle seule. Donc, est-ce qu'elle aurait pu en faire plus? Oui. Maintenant, est-ce que c'est une déception pour autant? Non, faut pas déconner. Je crois qu'on en attendait trop. J'avais fait un petit comparatif sur Twitter en disant c'est peut-être une saison, c'est vrai, qui a prouvé qu'elle avait peut-être pas l'âme d'une joueuse sur le devant d'une franchise player, comme on dit. Mais franchise player, ça veut pas dire que tu es le meilleur joueur de la ligue. Pour moi, Emma, ça reste le meilleur lieutenant de la ligue que tu puisses trouver. C'est juste qu'elle a peut-être pas le caractère ou l'envie d'être numéro 1. C'est une joueuse hyper collective, ce qui veut pas dire que c'est pas une leader non plus, parce que c'est vraiment une leader. Mais le comparatif que je vais prendre, c'est pour moi Arika Ogunbowale, c'est une franchise player, mais elle est beaucoup moins bonne que aujourd'hui, elle est beaucoup moins bonne que Emma. Et donc voilà, ce qu'il a manqué, c'est je dis Emma Messman, c'est Kevin McHale, et on lui a retiré son Larry Bird. Ouais, maintenant, moi je suis pas déçue non plus parce que je trouve que quand elle joue, c'est beau et ça a toujours été beau. Il y a quelque chose de gracieux et vraiment d'élégant. Moi, quelque chose qui me met des étoiles dans les yeux quand Emma Messman joue, et ça y était toujours. Maintenant, oui, très clairement, elle sait faire avec les Cats, elle sait mettre les 20 points, prendre complètement l'équipe sur son dos. Elle est capable de le faire, je pense, quand elle sait qu'il y aura, enfin, entre guillemets, qu'il n'y a pas d'autre choix, mais on en a besoin. Ici, les Mystics ne jouaient de toute façon pas le titre. Alors, si elle se met en mode Ariké, elle frappe de toute façon pas parce que c'est pas le même type de joueuse, mais elle aurait pu croquer beaucoup plus, etc. Mais qu'est-ce que ça construit pour les autres? Rien. Non. Si c'est Emma qui prend, qui monopolise, etc. Et donc, moi, je serais curieuse d'avoir l'avis de Mike Thibault aussi, de savoir ce qu'il lui a dit. Est-ce que plus d'une fois, il lui a dit « Ouais, Emma, je te veux... » Je pense pas, en fait, parce que on a pu voir d'autres joueuses, même Kiara Leslie, d'autres joueuses qui ont pu exploser. Si Emma, elle croque, elle peut, hein, je vous dis, avec les 4, c'est régulier les matchs à 20 points, donc elle est capable de le faire. Maintenant, là, elle avait peut-être pas envie, ou on lui a peut-être pas demandé, donc j'ai pas non plus les dessous. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui a su faire jouer les autres. C'est une joueuse toujours très agréable à regarder, avec des mouvements magnifiques. Et voilà, on peut pas changer le caractère des gens non plus. Je pense que Emma, c'est vraiment la comparaison parfaite, c'est pas Ariké. Et ça sert à rien de vouloir le faire. Et elle n'a jamais prétendu vouloir le faire non plus. Dès lors, c'est peut-être les gens qui se sont montés la tête tout seuls, mais moi, je suis pas déçue et je reste fidèle à mon choix numéro 1 de la draft.
Et d'ailleurs, si elle avait mis 18 points par match, est-ce que les Mystics auraient gagné plus de matchs? Non. C'est pas sûr non plus, du tout. Donc moi je dis ouais, moi j'ai juste été rechercher les pourcentages parce que moi c'est vraiment la seule chose qui m'a fait mal, alors que d'habitude Emma est vraiment une joueuse hyper propre, c'est qu'elle est à 45% au tir de façon globale, ce qui est son plus faible pourcentage depuis sa saison rookie, et elle est à 28, même pas à 29% à 3 points, alors que depuis qu'elle en prend, elle a pratiquement très souvent été au-dessus des 40. Donc là, voilà, mais ça, je suis sûr qu'elle-même, on a déjà vu des joueurs qui, sur une saison, tu sais pas pourquoi, il n'y a rien qui passe, et voilà. Mais c'est vrai ce que tu pointes, et je voulais le dire tantôt, j'ai oublié aussi, c'est que ça a permis de découvrir des joueuses, les deux vrais rookies, oui, c'est ça, les deux vrais rookies, je vais dire, Chuck Sutton et Stella Johnson, qui ont montré de petites belles choses assez chouettes, et Kiara Leslie, qui pour moi est une vraie bonne surprise cette saison. Moi, je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ça parce que c'est une joueuse qu'on n'a pas trop suivie au niveau universitaire parce qu'on s'attendait pas à ce qu'elle soit prise aussi haut, puis on l'a pas vu jouer la saison passée et j'avais vu dans aucun report sur elle qu'elle était aussi forte en défense en fait. Ouais, non, ça je m'y attendais vraiment pas. Ça elle aurait pas su le faire si Emma monopolisait quoi. Donc voilà, j'avais dit qu'on irait vite aujourd'hui. On vient de claquer 16 minutes à discuter des Mystics. Mais on va dire que c'était un cas particulier, excusez-nous, mais voilà, franchise de cœur pour certains d'entre nous. Alors l'autre équipe dont on va parler maintenant, c'est le Chicago Sky, qui a donc été éliminé face au Connecticut Sun lors du premier tour. Alors là aussi, on peut en parler un peu plus parce que il y a James Wade, il y a Gabby Williams, et je pense qu'on peut dire que c'est vraiment la déception. Parce qu'on les attendait peut-être... il y a vraiment eu un gros boom, un gros creux en fin de saison pour un effectif qui, au départ, nous a quand même envoyé des paillettes dans les yeux. Et puis finalement, on sentait que ça n'allait pas. On s'est dit peut-être le sursaut des playoffs et le sursaut n'est malheureusement pas venu. Liv, tu as un avis sur la question ? Oui, je suis d'accord avec toi. C'est ma déception de la saison. Surtout que j'avais misé sur une joueuse en particulier dans ma fantasy draft. C'était Diamond Shields que je voulais... vraiment voir exploser cette saison et mener son équipe. Bon, après, la pauvre, elle était blessée, donc on ne peut pas juger cette saison comme une saison classique, mais on voit que ça fait quand même assez mal au Sky. Sur la deuxième partie de saison, on a l'impression qu'elles étaient soit fatiguées, soit peut-être démoralisées du fait des blessures, mais il n'y avait plus cette énergie qu'on a d'habitude toujours à Chicago, cette impression qu'elles sont sur le terrain toujours à rigoler, à sourire. Et donc, je me demandais un peu ce qui se passait. Après, c'est une mauvaise passe et je pense pas que ça va durer une fois qu'elles ont retrouvé certains des talents qui d'ailleurs se sont révélés cette année comme Azura Stevens ou même Sidney Colson, mais surtout j'oublie son prénom, Kalia Cooper. Oui, voilà, Kalia Cooper. L'année prochaine, quand tout le monde sera là, je pense que ça ira bien. Pour moi, oui, c'est clairement la blessure d'Azura Stevens et dans une moindre mesure aussi de Diamond Shields, même si elle a été, ça a été difficile pour elle toute la saison. Mais Chicago, c'est une équipe qui a déjà un peu du mal en défense de base, surtout en défense intérieure aussi. Mais là, au niveau des ailes, ils avaient des joueuses, Kalia Cooper qui s'est révélée, et surtout Azura Stevens qui faisait un boulot en défense qui arrivait quand même à cacher pas mal des problèmes défensifs que le Sky a habituellement. Et donc début de saison, ça permettait de donner un équilibre à l'équipe. Et en deuxième partie de saison, ça a été beaucoup plus compliqué sans elle. Et alors, playoff, quand tu joues des ailières pareilles que sont celles du Sun, t'as plus personne pour... comment tu les arrêtes quoi. On voit bien déjà que, on va en parler plus tard, mais que même pour les 6 c'est pas facile. Mais alors là, il y avait juste pas le personnel au Sky. Donc pour moi, c'est vraiment les blessures qui ont marqué un coup d'arrêt de leur saison. Et c'est, je crois aussi que avec un effectif qui va revenir, on a vu au début de saison que ça tournait bien et c'est un coup de malchance et ça va redémarrer, je pense. Et toi, Shai ? Toi, tu les voyais à la 6e place, de toute façon. Alors, en saison régulière, c'est une des équipes que j'avais, pour le coup, bien analysée, je pense. Mais je trouvais quand même que ça jouait extrêmement bien. Au final, ça a été la meilleure équipe de l'Est. Je trouvais que ça jouait extrêmement bien. Oui, on a parlé de Diamond Shields, mais effectivement, c'est plus la blessure d'Azura Stevens qui a tout changé. Moi, je l'ai vraiment découverte cette saison. Je pensais pas qu'elle avait cette capacité-là en défense. C'était vraiment le socle de l'équipe. Et à partir du moment où elle était plus là, c'était compliqué, quoi. Et après, après le record de passe de Courtney Vandersloot, j'ai l'impression qu'il y a eu
Bon, elles étaient déjà pas au top au niveau dynamique, mais une espèce de relâchement et défensivement c'était compliqué. Voilà, elles sont pas tombées sur l'adversaire qu'il fallait non plus en play-off et forcément c'était un peu décevant. Je pense aussi qu'avec cette base-là, ça ira pour le futur, mais il leur manque quand même quelque chose défensivement pour vraiment prétendre au titre. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, c'est vraiment ça. C'est ce moment, effectivement, comme tu disais, Liv, où il a manqué ce fun sur le terrain. Et on s'est dit, c'est plus le Sky, en fait. Et là, c'est comme si c'était... Voilà. C'est ce que je disais avec les Mystics tout à l'heure. Et ce que tu vois en dehors du terrain se ressent aussi sur le terrain. Donc voilà, maintenant, l'effectif, il y a du talent. Mais c'était aussi un format extrêmement particulier. Donc, c'est pas pour autant qu'on mettrait un astérisque à côté du champion, mais on peut quand même pas comparer ça avec une saison tout à fait normale. Et voilà, une blessure peut parfois encore avoir plus d'importance dans la wobble qu'ailleurs. Donc voilà, pour le Sky, à saison prochaine à voir et à peut-être repartir du bon pied. Alors ça c'était pour le premier tour. Le deuxième, c'était justement Phoenix qui opposait les Minnesota Lynx. Et là, Phoenix a encore essayé de jouer avec le feu, à part que cette fois-ci, ils ont perdu en fin de partie. Et c'est donc le premier match, je pense, à élimination directe, perdu par Diana Taurasi. Et donc une fin de saison pour... J'ai dit une bêtise, Flo ? Non, en élimination directe, t'as raison. Élimination directe, oui, je pense. D'ailleurs, elle a encore frôlé l'exploit, hein, mais une fin de match un peu bâclée, et des mauvais choix, et Skylar Diggins-Smith à côté de ses pompes. Et finalement, pour résumer, moi je dirais que ce qui s'est passé à Phoenix, c'est un petit peu ce qu'on avait anticipé sur la saison. À part que finalement, elles ont quand même mieux résisté que prévu. On s'était dit, ouais, un Big 3 c'est bien, mais ici il n'y a personne à côté. Le Big 3 s'est transformé en Big 2, et finalement, le Big 2 a quand même réussi à aller jusque-là. Donc en soi, Diana Taurasi, ce qu'elle nous a montré, c'était encore absolument exceptionnel, vraiment. Maintenant, oui, autour, il n'y a pas le supporting cast qui suffit. Bria Hartley en moins, Brittney Griner en moins. À un moment, qu'est-ce que tu veux faire ? Donc, je veux dire, pour moi, Phoenix n'a rien à se reprocher sur ce coup-là. Le basket reste un sport collectif, et même si tu as Diana Taurasi dans ton équipe, ça ne suffit pas pour pallier absolument tout le monde. Et au moindre, à la limite... Si Skylar et elle jouent au top du top, mais le moindre petit accro se ressent directement. Donc moi, dans mon cas, je trouve déjà que, franchement, vu la saison, il n'y a pas à rougir du tout du côté de Phoenix, mais à un moment, c'est juste trop court, tout simplement. Je sais pas, Shai, si tu partages mon avis. Là, pour revenir sur la fin, effectivement, c'était juste, et de toute façon, c'est quelque chose qu'on avait ciblé même dès le début de saison. On se demandait déjà, même avec autour des 3 stars, comment ça allait s'articuler. Au final, Bria a été vraiment... excellente en sortie de banc. Là, pendant les playoffs et un peu avant, je trouve qu'on a bien... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé Brianna Turner défensivement. Je pense qu'elle était vraiment dans les meilleures joueuses de la ligue défensivement. Mais au final, autour, c'était trop irrégulier pour soutenir et Taurasi et Diggins-Smith. Et sur le match contre Minnesota, Skylar, elle est passée complètement à côté en termes d'adresse. Et au final, c'est elle qui prend aussi un tir important à la fin, alors qu'elle n'est pas du tout en confiance. J'ai un sentiment bizarre sur cette saison de Phoenix, parce que le fait qu'on ait on n'a pas d'informations du tout sur la raison de l'absence de Griner. C'est typiquement là, on serait en NBA, on serait en train de se demander si elle n'est pas en instance de départ, s'il n'y a pas un trade qui mériterait d'être envisagé, parce que c'est une situation curieuse. Oui, très. Et à côté de ça, Taurasi qui arrive, même si elle a été géniale cette année, forcément, elle se rapproche de la retraite, c'est compliqué. Est-ce que Skylar peut toute seule faire c'est très compliqué. Donc, je suis pas hyper optimiste pour l'équipe, même si elle reste en état avec les 3 stars. Je sais pas trop quoi penser pour la suite. Je suis d'accord avec toi. J'ai dit que c'était très bien pour cette saison, mais par contre, je suis pas sereine non plus pour le futur de Phoenix, quoi. Et toi, Flo ? Mais y a plusieurs choses sur ce match-ci. Le dernier match, vraiment. On a parlé d'un Big 3 qui est devenu un Big 2, là c'est devenu un Big 1, parce que, je suis salaud parce que Brianna Turner qui fait un taf de dingue, elle est en double-double, comme depuis le départ de Brittney Griner, où elle a vraiment elle a vraiment pris une autre ampleur dans l'équipe. Mais par contre, Skylar Diggins-Smith, disparition, quoi. Elle joue 35 minutes, elle met 8 points, 3 sur 15 au tir, c'est compliqué.
Diana Taurasi, elle fait quoi? 28 points, 9 passes. Enfin, il y a un moment, elle a 38 ans, elle ne peut pas tout faire toute seule non plus. Et malgré ça, l'équipe perd d'un point parce que Nafisa Collier a quand même été bien contenue. En tout cas, au scoring, elle a réussi à peser sur le match dans d'autres secteurs, mais ils ont réussi à la maintenir au niveau offensif, alors que c'est quand même une des armes principales de Minnesota. Peut-être que Minnesota a mis le temps à se mettre en route aussi, c'est possible. Ils n'arrivaient pas spécialement non plus avec la meilleure dynamique de fin de saison. C'était un peu plus compliqué, maintenant ça allait. Mais ils ont fait le taf face à une équipe de Phoenix. En gros, il y avait une joueuse qui tenait le choc avec une intérieure défensive à côté qui faisait le taf. Et puis, si tu n'as personne d'autre, ça se joue quand même à 5, 6, 7, 8 le basket. Donc, ça devient compliqué. Pour le reste de la saison, je suis d'accord que c'est assez bizarre. Le sujet Brittney Griner risque d'en devenir un, à mon avis, dans cette intersaison assez rapidement, même s'il y a moins de médias pour en parler. Mais le peu de médias qu'il y a vont en parler, je pense, parce que on a bien senti cette saison, elle faisait des stats au début, mais moi quand je regardais les matchs, je la trouvais pas concernée du tout, quoi. Alors après, elle domine, donc elle savait quand même faire un double-double, mais c'était pas la Brittney Griner de la saison passée qui défonçait vraiment énormément de choses, et donc son départ, on ne sait pas pourquoi, mais c'est vrai que, et on en a parlé, les déclarations du reste de l'équipe, il faut voir ce qui va se passer, mais c'est vrai que ça sent bizarre. On espérait voir Skylar remplacer Diana Taurasi. Elle a fait une super deuxième partie de saison, donc on n'est pas en train de l'enterrer du tout. Mais bon, là il y a un petit accro en playoff et un petit choc quand même. Faut quand même le dire. Donc à voir. Bon, maintenant il y a quand même, ça reste une franchise qui a une culture de la gagne. On va pas les enterrer comme ça, mais il y a des choses à faire. En tout cas à Phoenix, le chantier est pas du tout terminé. Et toi, Liv, quelque chose à rajouter? Oui, c'est vrai que Skylar sur le dernier match, elle est passée à côté. Après, sa saison était quand même intéressante, je trouve. Et moi, mon impression, c'est que Phoenix, ça fait quand même une bonne free agency, parce que quand on voit à quel point Bria Hartley a explosé, alors que personnellement, je ne m'attendais pas à ce genre de performance de sa part. Pareil, Skylar, je trouve qu'elle s'est bien intégrée au groupe. Et donc, il y avait un potentiel cette année, parce que de même Diana Taurasi, on avait quand même de grosses incertitudes par rapport à la saison précédente où elle avait joué que quelques petites minutes. Et donc, il y aurait pu avoir quelque chose cette saison, peut-être, si Brittney Griner avait été en forme, et avec des si et des si, avec un peu plus de profondeur. Mais c'est vrai que pour l'avenir, si on compare par exemple à Seattle, où on a aussi Suber qui est sur le départ, à Seattle, on a quand même des joueuses qui vont prendre la relève, que ce soit Jewel Lloyd, Brianna Stewart, alors qu'à Phoenix, si Brittney est sur le départ, et on se demande un peu qui va prendre la suite. Ouais. On ne peut pas dire que les rookies, etc., ont spécialement brillé. Donc, effectivement, elles sont encore fort accrochées aux joueuses qui sont soit sur le départ, soit tout doucement vers la fin. Alors, la 4e équipe éliminée, c'est l'équipe de coach Fisher. C'est les Los Angeles Sparks, qui ont vraiment, vraiment déçu. Je pense là, c'est l'incertitude. Donc, éliminé par le Connecticut Sun. N'hésite pas à sourire, Shai, on t'a vu. Avec une Candace Parker qui fait un taf phénoménal, comme elle a fait absolument toute la saison. Et puis, Nneka Ogwumike qui n'est pas présent, qui est présente dans la salle, mais pas sur le terrain à cause d'une migraine. Donc ça, forcément, c'est un coup dur. Et puis, Chelsea Gray aux abonnés absentes. Et là, j'ai envie de dire, c'est le drame. Et à nouveau, une sortie prématurée et qui va laisser, à mon avis, les fans des Sparks vraiment un peu amers. Et on pourrait le comprendre. Ton avis, Shai? C'était vraiment là, contre Connecticut, c'était Candace Parker contre Connecticut. Il n'y avait vraiment pas grand-chose autour, même des joueuses qui, durant la saison, ont montré de bonnes choses, comme Sydney Wyss ou même Tina Williams en sortie de banc. On peut s'attendre à ce que les soirs où c'est difficile pour Chelsea Gray ou s'il n'y a pas Nneka Ogwumike, ces joueuses-là apportent quelque chose. Et là, c'était vraiment terrible. Il n'y avait que Candace qui avait du répondant, et c'était déjà difficile contre une équipe qui avait un tel impact, une telle envie et une telle agressivité. Alors, je ne veux pas accabler Derek Fisher, parce que cette saison, j'ai trouvé qu'il avait, justement, en mettant en avant des joueuses comme Sydney Wyss, qu'il avait réussi à faire quelque chose d'intéressant. Parce qu'il ne faut pas oublier que Nneka Ogwumike a été absente aussi pas mal de fois. C'était un peu, elle a eu une saison pas évidente. Mais mine de rien, c'est le job du coach, c'est aussi de trouver les solutions. Il a eu le temps d'étudier l'adversaire. Il savait que l'adversaire avait joué
était sans doute plus émoussé avec la fin de saison, etc. Et avait joué juste avant contre Chicago. Donc il n'a pas brillé non plus. On voyait pendant le live, en fait, on voyait parler à ses joueuses. C'est une impression à distance, hein, c'est que du feeling, mais j'avais pas l'impression qu'elles étaient emballées par la tentative de Fischer de les remotiver. Donc j'ai l'impression que c'est juste pas le bon coach pour ce groupe-là. Et là, il y a une intersaison compliquée qui s'annonce pour elle. Il y a 7 joueuses, je pense, hein, qui sont qui sont libres et même pas core players, donc ils peuvent vraiment partir où elles veulent. C'est ça, pas n'importe lesquelles. On a Chelsea Gray. Alors Chelsea Gray, on peut revenir dessus aussi. Elle a été inexistante dans le match offensivement. Une joueuse comme ça, qui est une passeuse phénoménale quand elle veut, elle a fait aucune passe, je crois, ou une passe, je me souviens plus. Même si en face le bas court était vraiment très très fort et s'est occupé d'elle, c'est pas normal. Non. Donc là, l'intersaison va être compliquée. Est-ce qu'il faut changer de coach? A priori, Candace Parker a dit qu'elle a un peu juré fidélité à la franchise, mais en leur disant quand même qu'il faudrait que ça bouge, en tout cas en termes de recrutement. Mais le recrutement, l'effectif en qualité est déjà bon en soi. Donc je suis un peu inquiet. Si ça bouge pas, je ne les vois pas faire beaucoup mieux. Ouais, parce que je suis désolée, il y a eu des absences comme dans toutes les équipes. Vadeva qui est pas venu, Shainée Ogumike qui était pas là non plus. Mais par rapport à d'autres équipes avec des pertes, c'est pas normal qu'elles se fassent sortir comme ça. C'est pas normal, quoi. Toi, Flo, tu trouves ça normal, hein? Est-ce que c'est normal? Mais en fait, la déception, elle est surtout sur ce match en particulier. Sinon, je veux dire, sur la régulière, on aurait peut-être pu les attendre éventuellement un petit peu plus haut. Elles ont fait une espèce de minimum syndical. C'est vrai que j'en ai discuté, elles ont eu des petites blessures à droite. Le starting five a quand même beaucoup changé tout au long de la saison, mais elles ont fait une saison, elles terminent 3e, elles respectent le rang. Et là, il y a une espèce de... Ouais, c'est bis repetita, acte 2 par rapport à l'année passée, face à la même équipe en plus. C'est là que le coach est important finalement quand même. Parce que c'est un match en one-shot, il sait que c'est pas un match de saison régulière, ça se prépare, quoi. Mais c'est vrai que là-dedans, on a parlé de Sinewi, elle revenait de blessure, elle n'était pas à 100%, d'ailleurs elle n'a pas des masses de minutes. Et je pense que Ricona Williams, elle n'a pas des masses de minutes, mais elle, je ne me rappelle pas s'il y avait un truc médical, mais je pense pas. Mais effectivement, et puis Neka, qui n'est pas sur le terrain. Alors, Neka, ça n'a pas été spécialement sa plus grosse saison, mais elle a encore fait une saison tout à fait sérieuse et une Neka dans l'effectif ou pas, ça change quand même beaucoup de choses. Donc voilà, après, il faut trouver des solutions. Malgré tout ça, les Sparks avaient les moyens de le faire. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une équipe, j'ai toujours trouvé qu'elle était très forte au niveau de l'effectif. On avait des matchs où elle dominait juste parce qu'il y avait plus de talent. J'ai jamais trouvé qu'il y avait spécialement une patte au niveau du jeu ou du fond de jeu. C'est juste qu'il y avait vraiment des joueuses très fortes. Et donc effectivement, quand il y a un moment, il faut trouver des solutions. Bon, je suis d'accord avec Shai que c'est pas non plus. On rigole beaucoup de Derek Fisher. C'est pas la saison sur laquelle. La faillite était pire l'année passée à ce niveau-là, mais il n'a quand même pas trouvé les solutions. Les joueuses non plus. Et je suis d'accord sur le fait qu'à mon avis, elles adhèrent pas. Il doit y avoir des séquelles dans le sens où quand il leur dit des choses, est-ce qu'elles l'appliquent vraiment tout de suite avec la même conviction? Est-ce qu'il y a incompatibilité? Ce qui est sûr, c'est qu'il a voulu se rattraper, à mon avis, des minutes de Candace l'année passée, vu qu'elle a joué toutes les minutes de ce match-ci. Elle a joué 40 minutes. Mais voilà, Britney Sykes aussi, qui a joué que 22 minutes, qui était aussi pas au top physiquement. Donc l'un dans l'autre, je crois qu'il y avait des petits souliers dans les des petits cailloux dans les souliers qui enrayaient un peu la machine, mais qui du coup a complètement fait dérailler la machine en fait. Alors que théoriquement, c'était pas censé, pas à ce point-là en tout cas. Et toi, Liv, qu'est-ce que tu as pensé de la saison du Spark? C'était finalement, comme disait Flo, c'est vrai, c'est pas une mauvaise saison du tout. Et puis, pouf, patatras. Alors, on peut évidemment pointer aussi peut-être le côté difficile. Tu finis 3e de la Ligue, ce qui est quand même génial, et tu prends encore le risque de prendre un match à élimination directe, parce que si ça tombe, on ne sait pas. Peut-être que c'était vraiment le match sans que Chelsea Gray avait mis ses moufles et qu'après elles auraient pris leur envol et qu'elles auraient tout remonté. Si vous suivez les playoffs NBA, on voit que des remontadas, il y en a qui font mal. Donc c'est pas impossible, mais là on est en Women NBA, t'es 3e, tu joues tout sur un seul match. Toi, t'as ressenti ça comment, toi, Liv?
Enfin, je suis d'accord déjà avec ce que tu dis. C'est sûr que ces matchs couperés, c'est vraiment difficile et parfois un peu injuste pour des équipes qui ont travaillé toute la saison, qui terminent troisième. Dernièrement, j'ai vu Souber qui répondait exactement à cette question. Dans une interview, elle disait que il y avait eu, c'est notamment pour des raisons budgétaires qu'ils ont choisi ce format de match couperé, mais que elle était d'accord sur le fait que même avant les demi-finales, il faudrait qu'il y ait une série au moins en 3, Ouais. juste pour que les équipes finalement aient leur chance. Et c'est vrai que dans le cas de Los Angeles, moi, sur toute la saison, elle termine troisième et elle m'avait quand même, c'est une équipe qui m'avait quand même plutôt plu et je les voyais aller quand même loin, c'est-à-dire minimum en demi-finale. Et là, quand on connaît les ambitions et la culture de la gagne qu'il y a à LA, quand on connaît le palmarès de Candace Parker, je me dis que ça fait quand même mal 2 années à la suite de ne pas réussir à se hisser jusqu'au plus haut niveau. Donc il va falloir changer quelque chose. Enfin, l'année passée, elles avaient quand même réussi à se faire sweeper dans un 3-0, donc là l'excuse n'était pas là. Voilà. Mais cette année, elles étaient dans une bien meilleure dynamique. Et moi, je suis d'accord avec Sue. On en discute régulièrement. Je pense aussi que le premier tour à l'élimination directe, à la limite, pourquoi pas. Mais déjà, au second tour, tu peux pas faire ça. Tu peux pas laisser une chance, un match à l'élimination directe sur une équipe qui est troisième, c'est quand même injuste. Donc je suis d'accord, une série en 3 matchs, par exemple, serait quand même déjà un peu plus. Puis pour monter crescendo. Donc écoute, comme je suis d'accord avec Sue, j'en parlerai avec Cathy au prochain souper. Mais... Je lui transmets le message. Voilà, c'est gentil. Donc voilà, comme ça on vous a un peu parlé des 4 équipes qui nous ont quittés et qui sont donc reparties. Voilà, on a eu l'occasion de voir les joueuses repartir un peu à gauche, à droite. Déjà pas mal de joueuses d'ailleurs qui vont overseas et qui sont déjà en train de se déplacer. Et maintenant, on va passer rapidement, avant de parler des demi-finales, aux trophées qui ont déjà été distribués. Alors, on en avait parlé longuement. Donc, on va juste en gros se dire « Ouais, on avait raison, ouais, on est trop beau, on est trop fort », puisque les trophées qui ont été distribués sont plutôt en accord avec ce qu'on avait dit la semaine passée. On va commencer cette fois-ci par la MVP. Alors, petit pincement au cœur, sans doute, pour Olivia, puisque ce n'est pas Stewie qui l'a eu, mais Adja Wilson. Liv, tu t'en remets ? Je m'en remets parce que, bon, je vais pas mentir, c'était quand même grand léger. Après, ça aurait été cool pour Stewie pour marquer son retour, mais bon, comme je sais plus si c'est Flo ou Shay qui l'avait dit dans un podcast précédent, mais elle prendra le titre de MVP des finals, voilà. Tout le monde sera content. Elle le tient au chaud. Et vous les garçons, peut-être quelque chose à rajouter sur ce titre ? Non, moi je voyais Stewie aussi parce que j'ai toujours une impression d'elle me met des paillettes quand elle joue, enfin même si c'est très propre, mais moi c'est vraiment, elle me met plus de paillettes que Eja malgré le côté très énergique de Eja Wilson, mais il n'y a aucun scandale que Eja Wilson soit MVP. Franchement. Au final, c'est ce qu'on avait mis en début de saison. Flo et moi avions pronostiqué Eja Wilson, et même si on a en soi peut-être préféré voir jouer Brianna Stewart cette saison pour toute l'histoire autour. C'était vraiment kiff-kiff sur ce coup-là. Les deux méritaient et même, comme je disais la semaine dernière, un trophée de co-MVP m'aurait pas dérangé. Je pense que ça s'est joué un petit peu sur le sprint final, à savoir que Stewie a été blessé en fin de saison et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la petite remontée des A6 qui les a fait passer devant. Je pense franchement que ça s'est joué à peu de choses, quoi. Vraiment, pour ça, on sait que dans les trophées, on va dire la mémoire est courte. Pour le même coup, le trophée se rendait 3 ou 4 semaines avant. À mon avis, c'était Stewie qui l'avait. Donc voilà. Et je pense qu'effectivement, vu l'âge des deux, elles vont passer un petit temps encore à se les disputer. Donc pas trop d'amertume. Alors l'autre trophée, on va parler du duo de trophées. C'est coach de l'année et rookie de l'année, puisque comme je l'avais écrit, pour moi c'est un peu comme l'œuf et la poule, tu sais pas à cause de qui l'autre l'a eu, etc. C'est Cheryl Reeve et Crystal Dangerfield, du Minnesota Lynx, qui... Alors, pour Crystal, un petit truc à noter, c'est que c'est la première fois qu'une joueuse draftée aussi bas, puisqu'elle a été draftée à la 16e position à le trophée, donc forcément ça donne le smile. Et puis Cheryl Reeve, c'est juste la 3e fois qu'elle le chope. Donc voilà, je pense qu'à un moment on devient habitué. C'est un très chouette duo et je pense que ça récompense bien l'énorme surprise que nous ont fait les Lynx cette saison. Et on était tous d'accord, je pense, la semaine passée pour pronostiquer ça. Maintenant, j'ai lu 2-3 fois les gens qui disaient que Crystal Dangerfield l'aurait peut-être pas eu sans les blessures, gna 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 gna.
Même si c'est vrai, les circonstances de la saison font que c'est comme ça, c'est la saison. Elle l'a volé à personne. Hein. Elle l'a volé à personne, elle a fait ses matchs, les autres se sont blessés. Ben oui, elle s'est pas blessée, c'est tout. Enfin, voilà, c'est. Sinon, on peut toujours réécrire l'histoire. C'est clair. Stewie aurait pu être MVP en 2019. Mais oui, mais voilà. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. On devrait militer pour ça, c'est ta raison, Olive, c'est pas juste. Il y a un moment, en tout cas, c'est pas sympa pour la joueuse de lui minimiser son titre, alors qu'elle a tout donné, qu'elle a fait une saison top. De malade. Enfin voilà, il y a rien à dire. Et pareil au niveau de la coach. Enfin, je veux dire, même si moi j'avais dit Bill Laimbeer la semaine passée, plus pour quand même le mentionner et discuter, mais enfin, c'était presque unanime quand on regardait à droite et à gauche par rapport à ce qu'elle a fait cette saison. Moi, à titre personnel, ça m'ennuie parce que jusque-là, Mike Thibault était le seul à en avoir 3 parmi les coachs en activité, mais bon. Tu le sentais venir quand même, hein. C'est pas là. Non, mais clairement, c'est plus pour la blague que je le dis, c'est totalement mérité, largement. Alors, je pense que le 4e trophée, le seul connu encore, c'est celui de la 6e joueuse de l'année. Et là, on a aussi parlé longuement, c'est d'Erika Hamby qui... qu'est-ce que tu veux Enfin, il n'y avait pas vraiment je pense, d'opposition pour ce trophée-là. Oui, on a parlé, Bria, on va pas revenir sur le débat, mais franchement, juste bravo, chapeau. Et oui, le trophée est fait pour elle et il y a rien à redire là-dessus. Tu peux pas... Qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit ses stats, son apport, tout ce qu'elle fait, elle est presque aussi importante que A'ja Wilson et presque, enfin, les deux sont, ça veut vraiment dire à la force, ça veut dire que t'as la MVP et t'as le banc, quoi. Je veux dire, tu comprends que les 6 font peur. Transition, mais pas tant que ça, puisque on va maintenant aborder, je sais pas si je peux pas vous couper, vous avez rien à rajouter sur les trophées. Je pense qu'on attend encore celui, surtout Flo, il attend celui de la MIP parce que ouais, il a son petit drapeau Maïcha. La défenseuse de l'année. Voilà, défenseuse de l'année, ça c'est pour Liv. Même si hier, de nouveau transition, il y a quand même quelqu'un qui nous a montré qu'elle sait vachement défendre, mais on va pas revenir, voilà. Là, on est dans les playoffs, c'est autre chose. Mais donc voilà, et je pense... Ah oui, peut-être une petite mention aussi, même pour le manager, enfin, le front office... Non, c'est ça, hein, c'est l'executive of the year. Ça, c'est le general manager des Aces. Alors, je pense que c'est Shai qui disait que tu disais que finalement, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire à part. Non, en fait, sur le coup, je m'interrogeais parce que je regardais. D'habitude, on juge généralement au recrutement pendant l'intersaison. Au final, il a recruté Angel McCoughtry et Daniel Robinson, peut-être. Ouais, c'est ça. Alors, c'est bien, c'est un pari à faire, ils ont réussi, mais en fait, après coup, ils ont expliqué. C'est Brian Hagler qui a expliqué justement parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'interrogeaient sur la victoire du GM des Aces. C'est surtout parce que pour l'extra sportif, en fait, c'est lui qui a été le lien permanent entre les joueuses, la ligue, les coachs, au niveau de l'organisation même dans la bulle. Okay. C'est lui qui a eu un rôle majeur et du coup, ils ont décidé de lui décerner en partie grâce à ça. Ok. C'est la sens. Ce qui explique effectivement mieux. Et puis, sinon, c'est encore Cheryl Reeve, puisque c'est déjà elle qui l'avait eu en 2019. À un moment, c'est bien de voir de nouvelles têtes. Et donc voilà, on passe aux 2 demi-finales. Alors, on aurait déjà dû avoir deux matchs joués, il n'y en a eu qu'un. Mais quel match! Alors, la première série, donc, elle oppose le Connecticut Sun, finaliste de 2019, au Las Vegas Aces, première de la ligue. Et un peu coup de tonnerre hier, parce que les Aces ont encore les fesses toutes rouges de s'être pris une grosse fessée de la part du Connecticut Sun, avec une Jasmine Thomas complètement stratosphérique, 31 points, record de carrière en play-off, en saison régulière et en tout ce que tu veux, et Alyssa Thomas qui a défendu mais comme un chacal sur les Aces, qui finalement il n'y a que A'ja Wilson qui a réussi à un petit peu relever la tête, et Jackie Young, la sophomore, qui est quand même une bonne surprise des Aces en fin de saison. Mais qu'est-ce que ça a été dur à voir. Enfin, si tu aimes les Aces évidemment, ou quel plaisir et quel kiff si tu aimes le Sun, mais on l'avait pas anticipé. Enfin, on se doutait quand même que le Connecticut Sun avait quelque chose à répondre, mais est-ce que vous pensez que cette victoire du Sun peut remettre en cause vraiment la série, ou est-ce que c'était un de ces matchs, tu sais, où tu as une équipe pour qui ça va pas et l'équipe pour qui tout passe? Shai? Je suis pas très objectif sur le coup parce que voilà, tout le monde sait que
J'aime beaucoup cette équipe-là. Je m'attendais pas à ce que ça parte aussi fort. On a vu sur les tours précédents qu'elles étaient capables. Elles jouaient, voilà, elles ont retrouvé le feu sacré depuis la fin de saison. C'est surtout défensivement, ce qui est dans leur ADN. S'il y avait un match toutefois où elles pouvaient marquer un peu les esprits, je pensais bien que ça pouvait être celui-là parce que les Aces manquaient de compétition. Mais là, voilà, Connecticut est rentré dedans complètement et honnêtement, c'était. Bon, on ne s'attendait pas à Jasmine Thomas aussi en forme offensivement, surtout qu'elle avait été en difficulté en début de saison. Sur la première partie de la saison, ça avait été une des plus grosses déceptions, je trouve. Elle avait été blessée. Hein. Elle avait été un peu blessée, mais même avec ça, c'est-à-dire que c'est aussi, à la base, c'est une joueuse défensive fantastique. Elle est surtout connue pour ça à la base. Ouais. Et même de ce côté-là, ça allait pas. Et depuis que Brianne January est arrivée dans l'équipe, les deux fonctionnent de façon exceptionnelle en défense. Ça s'articule parfaitement. Et là, encore hier, c'est encore la défense qui m'a marqué. Moi, je pourrais les regarder, les deux en tout cas. Parce qu'il y a Alyssa Thomas qui fonce sur tout ce qui bouge et qui fait tout en intensité, plus que par intelligence tactique, même si elle en a. Hein. Et à côté, Brianne January, qui, pour moi, c'est... Vous voyez, sur Instagram, il y a la food porn, vous voyez. Il y a Connecticut, c'est defense porn pour moi. C'est-à-dire que tout est intelligent, tout est bien pensé, tout est énergique. Il y a absolument tout dans leur façon de défendre. Donc après, pour revenir au match en lui-même, Las Vegas n'était clairement pas prêt pour ce match-là. Et c'est bien pour elles, pour le coup, que ce soit une série et elles ont le temps de se reprendre. Donc, mais je suis beaucoup plus confiant qu'avant ce premier match, c'est sûr. Et toi, Liv, est-ce que tu penses que ça remet un peu en cause la série ? Moi, du coup, je vois une série en 5 se profiler et quelque chose qui se joue vraiment sur le dernier match avec beaucoup de suspense et d'intensité. Je mise quand même sur les Aces juste par rapport à l'ensemble de la saison et puis c'est à Shai de miser sur l'outsider. Mais voilà, pas grand-chose à ajouter. J'ai été vraiment surprise, moi qui les avais classés 7e en saison régulière. Ce qui était juste. Ce qui était leur place, hein, donc. C'est ça. Mais j'avais pas anticipé la deuxième partie de saison. Voilà. Donc, et toi, Flo ? Moi, il y a un point auquel je m'attendais d'un point de vue plus tactique, c'est qu'on a vu que les S6 jouaient pas du tout à l'extérieur et prenaient très peu de 3 points et jouaient beaucoup plus à l'intérieur avec justement A'ja Wilson et Angel McCoughtry qui sont 2 joueuses injouables dans ce domaine-là. Et donc je savais bien que s'il y avait bien une équipe qui avait le matériel pour leur répondre par rapport à ça, parce qu'il y a Alyssa Thomas et parce qu'il y a d'autres pièces autour, même Dewana Bonheur qui, par rapport aux autres années, elle s'est mise à défendre, elle s'est bien fondue dans l'effectif à ce niveau-là. Donc je m'attendais à ce que le Sun leur pose vraiment un problème à ce niveau-là, à vraiment verrouiller la raquette, alors que les 6 ont jamais appris au cours de la saison à jouer autrement. Mais je m'attendais quand même à ce que le talent intrinsèque de l'effectif des 6 soit quand même suffisant pour passer au-dessus de ça. Et là, le Sun m'a clairement surpris. Est-ce que ça remet complètement en cause la série ? Je ne pense pas. Parce que Billy Embiid, je pense que c'est quand même un coach qui a déjà montré que tactiquement il savait faire des choses, donc il va s'adapter. C'est le plaisir des séries. Justement, on parlait tantôt des matchs à élimination, mais ici on est sur une série, donc les équipes peuvent se réaligner. Maintenant, est-ce que c'est juste un match comme ça ? Non plus, parce que c'est quand même une opposition qui est tactique et auquel on pouvait s'y attendre, et donc il va falloir voir les évolutions. Après, est-ce que Jasmine Thomas va pouvoir refaire ça à tous les matchs ? C'est pas gagné non plus. Non, mais il y a Dewana Bonheur qui est en sniper derrière. Bon, ce qui c'est que Dewana Bonheur, elle met 8 points ici. Oui. Donc, mais maintenant, Dewana Bonheur, va vraiment falloir voir. Il y a vraiment un duo. D'un côté, A'ja Wilson, Angel McCoughtry, de l'autre côté, Alyssa Thomas, Dewana Bonheur. Dans le genre monstre face à face, c'est quand même assez sympathique. Mais je pense que les 6 vont redresser la barre. Maintenant, j'avais fait un pronostic de 3-1. Il a déjà pris un sérieux coup dans l'aile, même si en soi, il tient toujours la route. Mais j'aurais tendance peut-être à rejoindre Liv sur une série qui serait plutôt en 3-2. J'ai l'impression que les 6 ont quand même le matériel pour le faire. Mais c'est pas gagné, il va falloir aller le chercher. Moi aussi, j'ai mis une série en 3-2. Hein, mais pas avec le même vainqueur que vous, mais... Là, parce que je sais, juste en regardant les visages et la façon dont elles jouent, elles sont habitées. Il y a un truc qui fait qu'elles jouent avec une confiance. Je sais pas si vous avez vu à un moment, il y avait déjà peut-être 15 points d'écart, mais une contre-attaque, Alyssa Thomas est morte de rire en faisant la contre-attaque et en
en donnant la balle à Dewana Bonheur alors que l'action est en train de se dérouler, quoi. J'ai l'impression qu'elle joue avec une confiance irrationnelle qui ressemble à celle des équipes qui vont très très loin, quoi. Et mine de rien, c'est la même. Il y a une base de l'équipe qui était là l'année dernière, même si ça a changé par la force des choses. Mais là, voilà, comme tu disais tout à l'heure, Dewana Bonheur, elle a fait un match offensif. Elle a raté son match en attaque. Donc il y a encore cette marge-là. Elle peut. C'était leur meilleure scoreuse de la saison. Moi, je suis assez confiant. Hein. Je pense que Bill Laimbeer aura vraiment bien aimé avoir Kelsey Plum dans l'équipe là à l'heure actuelle parce que c'est ce qui leur manque. Même si elles ont vraiment bien joué à l'intérieur en jouant avec ce style-là toute la saison, là j'ai l'impression que si derrière Connecticut assure à 3 points comme elles l'ont fait là, ça peut être difficile pour Las Vegas. Le problème c'est que vas-y. Le problème c'est que du coup en jouant comme ça, tu as une arme offensive comme Kayla McBride que tu n'as jamais mis en confiance de toute la saison. Exactement, ouais. Parce que si tu as Kayla McBride qui s'est rentrée 4 ou 5 shoots et qui oblige à écarter la défense, c'est plus le même match du tout. Et là, on l'a jamais mis dans cette situation-là toute la régulière. Donc, peut-être que on peut rebondir là-dessus. Elle a publié un très beau texte, un texte très poignant aujourd'hui sur justement des problèmes. Elle parle de ses problèmes d'anxiété pendant le confinement. On vous l'a traduit, donc n'hésitez pas à aller voir ce texte. Moi, je me dis peut-être qu'elle est clairement dans une saison en dessous. Peut-être que ça va la libérer aussi d'en avoir parlé. Peut-être que, parfois, voilà, simplement le fait de parler de ses problèmes, ça peut aider. Et clairement, Kayla McBride en forme, c'est plus du tout la même série non plus. Parce que, c'est McBuckets, quoi. Donc, elle est capable de faire du très lourd. Donc, moi, j'avoue que quand l'article est sorti, j'ai revu peut-être quelque part la possibilité pour Kayla McBride d'avoir peut-être enlevé elle parle vraiment en plus dans le texte d'un poids sur sa poitrine. Peut-être que ça va aider le poids. À ce que le poids parte, qui sait. Et on sait que voilà, surtout chez les shooteuses, le mental c'est important. Si tu es en confiance quand tu shoots, ça change déjà tout. Et moi je conclurai juste en disant que j'espère qu'il y aura une longue série parce que j'aime beaucoup les chemises de Kurt Miller et que je suis sûre qu'il y en a encore 2-3 à montrer. Celle à Cactus était absolument magnifique. Alors deuxième demi-finale, on aurait voulu pouvoir en parler, raconter ce qui s'est passé, dire que Sue a encore fait un match formidable, mais qu'en même temps, Cheryl Reeve... Mais en fait, non, il ne s'est rien passé du tout. Parce que la demi-finale entre les Minnesota Lynx et les Seattle Storm a été reportée. Alors, pour cause, en fait, de tests non concluants, ce qui veut dire qu'en gros, c'est pas positif, c'est pas négatif, c'est juste on n'est pas sûr. Et quand on n'est pas sûr dans un système comme la Webble, on joue pas. Mais comme quoi ça a été vite remis, donc soit sans doute le labo qui a foiré ou un test ou quoi que ce soit, mais le match est reprogrammé, ce qui fait qu'il y aura normalement juste un décalage d'un match. Pour peu que Seattle se prenne une envie de sweeper le Lynx ou qu'au contraire les Lynx décident de croquer le Storm, qui sait, on pourrait même finalement pas avoir beaucoup de retard sur la série si les Aces font plus loin. Alors toi, Liv, ton sentiment sur cette série donc, qui oppose Minnesota à Seattle, pour toi, promenade de santé ou tu trembles? Je vais pas dire promenade de santé car il faut jamais être trop confiant, mais allez, je donne un match aux Lynx peut-être pour par charité. Dans le doute, par charité, mais sinon je vois le Storm s'imposer. J'attends de voir à quel niveau, j'attends de voir si Sue et Stewie se sont bien rétablies, si elles seront au plus haut de leur forme ou non. Même si Sue, je sais pas si elle sera là sur le terrain, mais même si elle n'était pas là et qu'elle revenait que pour les finales, je pense qu'on a quand même de quoi faire sans elle, et si c'est pour qu'elle se réserve dans les moments importants. C'est toujours suite au choc contre Satou Sabali là pour le moment qu'elle est blessée. Oui, c'est ça, mais je crois qu'elle est censée revenir, donc d'accord. Il est juste que même si elle joue pas énormément, je pense que on peut gagner même sans elle, et j'ai hâte que ça commence. Donc toi tu restes confiante. Et Minnesota ne t'inquiète pas malgré le duo de femmes à trophée. Je leur offre un match parce qu'ils m'inquiètent un petit peu. Je sais qu'il ne faut jamais les sous-estimer, mais... Donc c'est vraiment ça. Oh là là, la condescendance, s'il vous plaît. Et toi, Shai, tu offres combien de matchs à Minnesota? Alors, si tu te souviens de ce que j'ai mis dans les pronos des previews de Flo, toi, j'ai pas eu du tout de charité. C'est ça, toi, t'as vu le sweep. J'ai vu le sweep, c'est-à-dire que je manque de respect à Minnesota jusqu'au bout, du début à la fin de la saison. Donc les fans des Lynx doivent être rassurés parce que j'ai mis 3-0 et que je les avais mises 9e. Non, je pense que Seattle, alors comme pour la série dont on parlait avant,
s'il y a un match sur lequel les Lynx peuvent les surprendre grâce au fait qu'elles soient en jambes et qu'elles ont joué il y a moins longtemps, c'est bien le premier. Mais je vois Seattle nettement au-dessus avec toutes les armes qu'il faut pour gêner, pour dominer cette série, quoi. Donc j'ai mis 3-0 et je change pas d'avis. De toute façon, les Français, vous aimez bien le 3-0, vous. Et toi, Flo? C'est-à-dire que c'est toujours compliqué de parier contre Cheryl Reeve. On l'a fait, on s'en est tous mordus les doigts. Voilà. Maintenant, on parle du Seattle Storm, oui, qui sent une fin de saison un petit peu peut-être en relâchement, quelques blessures, était parti pour finir premier sans trop de contestation à la base, et qui finit quand même à égalité au final par rapport aux E6, c'est juste qu'elles n'avaient pas le tiebreaker. On parle de, en gros, l'effectif qui était champion en 2018, et je m'en souviens bien d'une manière sans vraiment de contestation possible, avec une Brianna Stewart qui était complètement injouable en 2018, qui là a pris à une année sabbatique, mais qui depuis est revenue quand même nourrie des meilleures intentions. Bon, surtout qu'en plus Minnesota a super bien joué. Enfin, c'est pas du tout pour retirer pour descendre Minnesota qui a fait une super saison. On les avait tous pas vus à ce niveau-là. Peut-être qu'on est encore en train de les sous-estimer et qu'on s'en mordra les doigts dans une semaine ou deux. Mais bon, je vois quand même le tour précédent, elle gagne d'1 point face au Mercury, avec tous les problèmes qu'on a vus dans le Mercury. Un Mercury qui ne jouait pratiquement qu'avec Diana Taurasi toute seule, et Minnesota gagne, mais d'1 point. Ici, c'est pas le même effectif qu'elles vont rencontrer. Alors il y a quand même une question qui se pose, c'est le coach à Seattle, parce que c'est Gary Kloppenburg. Bravo. D'ailleurs, que beaucoup de gens, je voyais des gens qui en parlaient comme s'il était coach rookie. Il n'est pas coach rookie, hein. Il a déjà coaché c'est pas les Wings, c'était les Shock quand il était à Tulsa. Il n'y avait pas beaucoup de réussite à l'époque, donc même si l'équipe de Seattle sera de toute façon préparée de la même façon que Daniels, il y a toujours Schubert qui est là, l'équipe elle sait comment elle joue, le plan de jeu est fait, mais s'il doit y avoir des ajustements au cours de match, c'est quand même lui qui va devoir prendre les temps morts, c'est quand même lui qui va devoir voir un peu comment ça se passe. Voilà, on sait bien qu'en play-off, il y a un moment, il y a quand même une réaction qui doit se faire sur le moment en fonction des circonstances de match. Alors, je dis pas qu'il n'en est pas capable, je dis juste qu'on ne sait pas, alors que Cheryl Reeve, on sait très bien ce qu'elle est capable de faire en termes de tacticienne. Donc moi, c'est pour ça que je donnais un match aussi aux Lynx. Alors, si je les ai sous-estimées, peut-être qu'elles en prendront 2. J'ai vraiment du mal à voir Seattle ne pas réussir à passer cette marche-là. Mais bon, on peut toujours se tromper, ça reste du sport et les matchs doivent être joués. Pour autant que les tests reviennent effectivement négatifs, ce qu'on pressent, hein, normalement, parce qu'on dit que le match a été reporté à mardi. Donc peut-être que le temps que cette vidéo sorte, on aura plus d'informations et qu'elle devrait sortir demain, mais a priori, il faut quand même que les tests reviennent, les fameux tests qui étaient non concluants reviennent négatifs. Ça paraît très probable vu que les filles, elles n'ont pas bougé de la Webble depuis plus d'1 mois. Enfin, mais voilà, il faut que ça vienne. Et normalement, dans ces cas-là, mardi, ça démarre et on verra ce qu'il en est. Eh bien, merci à vous trois pour votre analyse pointue et pour ce lundi passé en votre compagnie, toujours très agréable. Merci à vous de nous écouter et de nous être fidèles. N'hésitez pas, après ce podcast, de passer, comme je l'avais dit tout à l'heure, chez les copains WNBA France pour écouter ce que Johan avait à nous raconter. Nous, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine. Et là, on aura encore plein de nouvelles choses à vous raconter, plein d'analyses à l'emporte-pièce à faire. Et on vous dit donc à la semaine prochaine. Salut, salut! Salut.